Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Les personnes sont invitées à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast créé et produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission d'apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles affinées par un prompt engineering sophistiqué. Veuillez noter que cet épisode a été préparé en date du 19 août 2025. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez technique mais passionnant, les programmes de rachat d'actions propres, les fameux share buybacks, quoi. Oui, par les sociétés cotées ici au Luxembourg. Exactement. Et c'est plus qu'une simple opération financière, on est d'accord. C'est vraiment un outil stratégique. Ah oui, clairement. Pour optimiser le capital, envoyer un signal au marché, gérer l'actionnariat, même améliorer le bénéfice par action. C'est multifacette. Mais qui dit outil puissant, dit aussi cadre réglementaire assez strict, j'imagine. C'est ça. Il faut naviguer avec précision. Alors, pour y voir clair, on va structurer notre discussion autour de 3 points. Le premier, c'est cette espèce de double niveau juridique. Il y a la vieille loi luxembourgeoise de 1915 pour l'autorisation. L'autorisation de base, oui. Et puis le règlement européen MAR, qui, lui, encadre plutôt le processus pour éviter les abus de marché. Tout à fait. MAR pour la conduite des opérations, si on veut. MAR appelle le Safe Harbor, une sorte de zone de sécurité procédurale. C'est un peu ça, oui, un bouclier. Mais attention, il y a des conditions très précises à respecter. C'est pas automatique. D'accord. Et enfin, troisième point, on verra qu'il faut avoir une vision assez globale. Ça touche à la finance d'entreprise, bien sûr, mais aussi au fiscal, aux relations actionnaires. C'est un tout. Une approche vraiment holistique, oui. Parfait. Alors, commençons par la base. Le cadre juridique luxembourgeois, on parle de la loi de 1915, c'est bien ça, modernisée en 2016 d'ailleurs. Exactement. C'est l'article 430-15 pour être précis. C'est lui qui dit, oui, une société peut racheter ses propres actions, mais il y a des conditions. Et quelles sont les raisons acceptées par la loi pour faire ça ? Alors, il y a plusieurs finalités reconnues. La plus classique, c'est la réduction de capital. On rachète pour annuler les actions. Simple, efficace. Voilà. Mais ça peut aussi servir à alimenter des plans d'options ou d'actions pour les employés. Ou alors, c'est une façon de rendre du capital excédentaire aux actionnaires, une alternative aux dividendes en quelque sorte. Intéressant. Et il y a un cas plus exceptionnel, si la société doit éviter un préjudice grave et imminent. Là, elle peut même racheter sans l'accord préalable de l'AG, mais c'est très encadré. D'accord. Et en termes de gouvernance, qui décide quoi ? C'est un processus en 2 temps. D'abord, il faut le feu vert de l'Assemblée générale des actionnaires. L'AG donne l'autorisation générale. C'est ça. Une autorisation qui est valable 5 ans maximum, mais elle est renouvelable. L'AG fixe aussi le nombre maximal d'actions qui peuvent être rachetées et une fourchette de prix. Donc un cadre assez précis. Oui. Et ensuite, c'est le conseil d'administration qui a les manettes pour exécuter le programme, mais toujours dans les limites fixées par l'AG. Et il y a des garde-fous, j'imagine, pour protéger les créanciers ou les autres actionnaires ? Absolument. Il y a le fameux test de l'actif net. En gros, la société ne peut pas racheter ses actions si ça a pour effet que son actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, plus les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. C'est une protection pour les créanciers. Logique. Et l'autre grand principe, c'est l'égalité de traitement des actionnaires. Normalement, on doit offrir à tous les actionnaires la possibilité de vendre leurs actions dans les mêmes conditions. Ah, mais alors, comment ça se passe pour une société cotée qui rachète sur le marché ? On ne choisit pas à qui on achète en bourse. Justement, c'est l'exception majeure prévue par la loi. Pour les rachats effectués sur un marché réglementé, cette condition d'égalité est, logiquement, écartée. D'accord, ça clarifie ce poids. Et une fois que la société a racheté ses actions, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Elles deviennent des actions propres ou treasury shares. Elles sont toujours émises, mais elles ont un statut particulier. Leurs droits de vote sont suspendus. Ah, important ça. Oui. Et souvent, les droits aux dividendes aussi sont suspendus, ça dépend un peu. Et puis, au bilan, il faut créer une réserve indisponible du même montant que la valeur d'acquisition de ces actions. Ok, donc ça c'est le cadre de base luxembourgeois. Mais si on a une société cotée, il y a une autre couche qui s'ajoute, le règlement européen sur les abus de marché, MAR. Exactement.
MAR vise à protéger l'intégrité des marchés financiers. Donc, interdiction des délits d'initiés, de la manipulation de marché. Et c'est là qu'intervient ce fameux safe harbor dont on parlait. Précisément, l'article 5 de MAR crée cette sphère de sécurité. En gros, si une société respecte à la lettre toutes les conditions fixées par un règlement technique européen, le règlement délégué 2016-1052, alors son programme de rachat est présumé ne pas constituer une manipulation de marché. C'est une présomption, donc ce n'est pas une immunité totale, mais c'est une protection forte. C'est une protection forte, oui. Mais attention, c'est un choix. Une société n'est pas obligée de se placer sous ce régime du safe harbor. Si elle le fait, elle gagne en sécurité juridique, mais elle doit accepter des contraintes assez lourdes. Et quelles sont ces contraintes principales pour être dans la zone de sécurité? Il y en a principalement 3 types. D'abord, la transparence. Il faut publier tous les détails du programme avant de commencer. Annoncer la couleur. Voilà. Et ensuite, il faut déclarer chaque transaction individuelle à l'autorité de surveillance, la CSSF au Luxembourg, via leur système électronique EURIS, et rendre ces infos publiques sous 7 jours de bourse. C'est un reporting assez lourd. Je vois. Et le deuxième type de contrainte? Ce sont les conditions de prix et de volume. On ne peut pas acheter à n'importe quel prix. Il ne faut pas dépasser le prix de la dernière transaction indépendante la plus élevée ou l'offre indépendante la plus élevée en cours sur le marché. Pour ne pas faire monter le cours artificiellement. Exactement. Et pareil pour le volume. Sur une journée, on ne peut pas acheter plus de 25% du volume quotidien moyen échangé sur ce titre pendant les 20 jours de bourse précédents. D'accord, c'est très précis. Et la troisième contrainte? Ce sont des restrictions sur les périodes de négociation. Pendant toute la durée du programme de rachat, la société ne peut pas vendre ses propres actions. Logique. Oui. Et elle ne peut pas non plus racheter pendant les périodes fermées, typiquement les 30 jours qui précèdent la publication des rapports financiers annuels ou intermédiaires. Ni, bien sûr, si elle détient une information privilégiée qu'elle n'a pas encore rendue publique. C'est beaucoup de règles à suivre au jour le jour. C'est pourquoi, en pratique, beaucoup de sociétés délèguent l'exécution de leur programme à un intermédiaire financier, une banque ou un courtier. Elles donnent un mandat avec des instructions claires et l'intermédiaire prend les décisions de trading au quotidien, de manière indépendante. Ça aide à prouver qu'il n'y a pas de manipulation. C'est une bonne pratique, en effet. Alors, on a vu le cadre légal, le cadre MAR. Parlons maintenant de la dimension plus stratégique et peut-être fiscale. Il y a eu des nouveautés, je crois? Oui, absolument. Au-delà des rachats en bourse, il y a parfois des négociations spécifiques hors marché avec un gros actionnaire, par exemple. Mais la grosse nouveauté récente, ce sont les mesures fiscales prévues pour 2025. Ah, qu'est-ce qui change? En fait, la loi vient clarifier et codifier une approche qui était déjà pratiquée, mais qui manquait de base légale explicite. Il s'agit du cas où une société rachète et annule ensuite une classe entière d'actions. Une classe entière, pas juste quelques actions? Oui, toute une catégorie d'actions qui doit avoir des droits économiques spécifiques définis dans les statuts, distincts des autres classes. Dans ce cas précis, et si le rachat se fait à la juste valeur de marché, alors l'opération peut être traitée fiscalement comme une liquidation partielle. Et la conséquence de ce traitement en liquidation partielle? La conséquence majeure, c'est que ça échappe potentiellement à la retenue à la source de 15% qui s'applique normalement sur les distributions assimilées à des dividendes. Donc pour les actionnaires vendeurs, c'est beaucoup plus avantageux. Je vois. C'est une clarification importante, surtout pour certaines structures. Oui, notamment dans le monde du private equity ou pour les réorganisations de groupes. Ça donne beaucoup plus de prévisibilité et d'attractivité à ce type d'opération de restructuration du capital via un rachat-annulation de classe. Ça montre bien comment le Luxembourg essaie de combiner un droit des sociétés moderne et flexible, une régulation financière solide avec MAR, et maintenant une fiscalité plus claire et attractive sur ses outils stratégiques. C'est une combinaison intéressante, en effet. Donc, pour résumer notre discussion, on a cette double structure légale, loi de 1915 et MAR, qui cohabitent. Exactement. On a le Safe Harbor de MAR qui offre une sécurité conditionnelle, mais qui impose des règles de conduite strictes. Transparence, prix, volume, timing. Et enfin, il faut une approche stratégique globale qui intègre désormais de manière plus explicite et favorable la dimension fiscale, notamment pour les rachats-annulations de classes d'actions. C'est tout à fait ça. Un paysage complexe, mais qui offre des outils sophistiqués quand on le maîtrise bien.
Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, où une note 5 étoiles nous aide beaucoup, et sur notre chaîne YouTube, Rigor et Média. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Fancast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Les personnes sont invitées à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.